du moins au cas où la RDC n'arrivait pas à résoudre Pascal Sundy, au cas où la RDC n'arrivait pas à relever ou à sortir un module de résolution par rapport à cette crise, la RDC peut du moins se tourner vers les instances africaines pour pouvoir demander son aide ou lancer son SOS. La question suivante est celle-ci. Quelles sont les instances africaines politiques, bien sûr, vers lesquelles les Congolais devraient ou doivent lancer leur appel de SOS ou lancer leur appel de secours? Écoutez, déjà, hier, je pense, il se tient à Kampala un sommet des chefs d'État de la région, de Galac, justement autour de cette crise. Et le sommet est appuyé par l'Union africaine, etc. Il y a des instances de la SADC qui y prennent part. Toutes ces institutions, me semble-t-il, peuvent jouer un rôle, ou jouent déjà un rôle dans le processus de débloquer la crise. Mais comme je dis, nous sommes essentiellement les principaux acteurs, capables d'un dénouement efficace à la crise. Les autres ne viendront que pour soutenir les processus, pour appuyer les efforts, c'est là où vous, pour Pascal, appuyer la volonté interne. Quelles sont les voies de remède ou les voies de solution, de résolution par rapport à cette crise au niveau interne de la démocratie? Je l'ai dit, c'est une question d'organisation. Et quand je parle d'organisation, je la situe aussi bien au niveau politique. Au niveau politique, je vois le leadership. Avons-nous un leadership capable vraiment de défendre les intérêts du Congo, les intérêts des Congolais? C'est là pour moi la question fondamentale. Je ne veux pas qu'on me fasse assumer un certain discours. Je dois être clair là-dessus. Je ne veux pas nécessairement dire qu'il nous faut chasser les leaders qui sont là. Mais je veux dire que si les leaders qui sont aujourd'hui en place, estiment travailler pour le Congo, ils doivent vraiment le démontrer. C'est-à-dire défendre à tout prix les intérêts du Congo et des Congolais. Lorsqu'on voit que des armées étrangères marchent tout librement dans une terre, dans un territoire souverain, sans aucune, comment je peux dire, sans aucune crainte, écoutez, je pense que là, il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent pour ceux qui dirigent le pays. Et c'est là que j'ai dit, si nous voulons que les choses changent, il faut revoir donc tout ça. Il faut avoir le leadership. Nous voulons un leadership. Écoutez, durant le régime de Mobutu est un dictateur, je ne le prends pas pour un exemple, mais on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'un voisin puisse s'aventurer. Comme on le voit aujourd'hui, le Rwanda qui s'aventure à tout bout de champ, entrer au pays comme il veut. On ne pouvait pas s'attendre à ce que de telles choses puissent se passer. Mobutu pouvait être un dictateur, il pouvait tuer ces gens. Mais je pense qu'à un certain moment, il avait cet orgueil d'être à la tête d'un pays fort. Et je pense que c'est cet orgueil qui nous manque aujourd'hui. On n'a pas de leader capable de nous prouver ça. Le Congo est devenu un pays aussi fragile que le plus petit pays du monde, je ne sais pas lequel. Okomisanga na mille, okutanga ina moins, okomisanga na plus, okutanga ina se, omisanga likolo, okutanga imoke, omisanga monene, kaya okutanga ihawae, omisanga kuna, kolo okutanga pembeni. Du moins, il y a une instance qui est un peu plus proche de la RDC, c'est la SADC, que la RDC a eu à diriger dans les années récentes. Vous êtes en Afrique du Sud, qui est peut-être bien sûr le siège du Parlement, qui est le siège du Parlement de la SADC ou même de l'Union africaine. Et l'Afrique du Sud, bien sûr, je combine la question, l'Afrique du Sud, bien sûr, tient le secrétariat de l'Union africaine et l'Afrique du Sud est membre de la SADC. Par là, je m'en vais déjà vous demander le rôle de la SADC au niveau où la position de la SADC
dans ce combat pour la paix en RDC, vu que la RDC fait partie intégrante au niveau de cette structure qui est la SADC. Vous êtes en Afrique du Sud, qui est le siège de l'Union africaine. Vous avez un mot par rapport à cela, ou vous avez des éclaircissements en rapport avec la position de la SADC dans cette lutte ou dans cette agression face à la RDC? Je viens de participer tout récemment au forum de la société civile de la SADC qui s'est tenu à Maputo depuis le mois d'août passé, du 6 au 9 août. C'était en marge ou un peu à l'avant du sommet des chefs d'État, qui s'y est tenu également. Et durant ce forum, c'était clair, du moins au niveau de la société civile de la région, que c'était clair qu'il faut mobiliser le peuple d'Afrique australe pour soutenir le Congo dans sa crise actuelle. On ne peut pas continuer à avoir un Congo faible, fragilisé à cause de la crise, parce que ça fragilise également l'intégration au niveau de la région. Ça, c'est les messages, c'était clair au niveau de la société civile. Oui. Et je crois que le cri, l'appel de ces forums a été également lancé au niveau des chefs d'État qui se sont réunis après nous. Et je vois dans leur communiqué qu'il a clairement indiqué que la SADC va se mobiliser autour des initiatives déjà en place pour mettre ensemble sur la même table les différents protagonistes et arriver à une solution pacifique. Voilà si je puis me résumer par rapport à votre question concernant la SADC. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre de l'Afrique du Sud? Qu'est-ce qu'il faut attendre de l'Union africaine? Oui. On revient pratiquement à la question précédente. Je l'ai dit encore, écoutez, il y a des rapports qui mentionnent que l'Afrique du Sud continue ou a vendu des armes durant les 10 années précédentes, et continue certainement encore en train de vendre des armes au Rwanda. Oui. Quand bien l'Afrique du Sud sait que le Rwanda, agresse un pays frère, membre d'une même structure régionale. Et donc, me demander qu'est-ce qu'il faut attendre de l'Afrique du Sud, je dirais, ici nous sommes dans un contexte de business. L'Afrique du Sud continuera à vendre ses armes au Rwanda ou à d'autres pays parce qu'il en va de sa croissance économique, etc. De sa sustainability pour son économie. Je n'attendrai pas grand-chose de l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud pourrait nous aider si nous-mêmes, les Congolais, commençons à nous mobiliser, commençons à faire quelque chose. Regardez ce qui se passe en Syrie. Oui. Aujourd'hui, que des sommets, que des balais diplomatiques sur la Syrie. Oui. Tout simplement parce que les gens se disent, on est à un point de non-retour. Le peuple syrien a dit qu'il ne veut plus de ses dirigeants. Oui. Il faut carrément le soutenir. Évidemment. On est à un point de non-retour, il faut carrément le soutenir. Et si cela pouvait arriver chez nous, si aujourd'hui les Congolais se lèvent, disent, écoutez, vous nous avez trahis, vous qui êtes au pouvoir là, c'est le moment, vous devez partir. Même les gens qui étaient, j'allais dire, passifs, qui n'étaient pas engagés dans ces processus, vont être interpellés, vont se dire, si on tue ces gens qui revendiquent leur autonomie, leur droit, leur liberté, leur dignité, ils viendront, ils vont se ranger derrière nous pour soutenir ces efforts-là. C'est là que je dis qu'il faut absolument d'abord que les initiatives viennent de l'intérieur. Oui, voilà. Merci, c'est ça que nous voulons, ces initiatives, c'est ça que nous voulons, cette interpellation, c'est ça que nous voulons. Mais du moins, Pascal, nous allons un peu plus rapidement pour dire que il y a enrôlement des jeunes Congolais dans l'armée congolaise des FARDC, bien sûr. Et comment jugez-vous cette initiative? Est-elle une piste de résolution rapide ou efficace même? Et par rapport à cette question, j'ajouterais aussi que la MONUSCO promet d'aider le gouvernement congolais dans cette entreprise, dans cette initiative. Est-ce vraiment le rôle de la MONUSCO? Comment jugez-vous cet acte ou ce dossier? Écoutez, quand j'entends parler d'enrôlement, je me dis, enrôlement pour quelle raison? Depuis que cette guerre a commencé, personne ne nous a fait l'état des lieux
de l'armée pour nous dire combien de gens, par exemple, ont perdu leur vie et pourquoi on doit enrôler maintenant. Est-ce que nous avons un problème d'effectifs sur terrain? Est-ce que nous avons un problème de quoi? Je pense que c'est des distractions, c'est une distraction inutile, parce qu'encore, le problème, ce n'est pas le nombre de soldats dans l'armée congolaise capables de combattre ou de ne pas combattre. Le problème, c'est essentiellement un problème d'organisation. Évidemment. Si on ne sait pas entretenir le petit nombre qui est là, ou le grand nombre qui est là, je ne vois pas pourquoi on commence encore à enrôler des gens qu'on ne saurait même pas entretenir une fois ils y arrivent. L'initiative de la MONUSCO. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai conclu en disant que cette initiative d'enrôlement, c'est un suicide tout simplement national. On veut tuer la nation congolaise. La MONUSCO, je ne sais pas dans quelle mesure l'information est correcte. Si la MONUSCO s'engage à entrer dans ce processus pour aider le gouvernement congolais, je dis encore c'est une bêtise et c'est malheureux de voir que lorsque la MONUSCO doit accomplir des missions liées à son mandat, il ne les fait pas. Protéger les civils, ça c'est essentiel à son mandat, il ne les fait pas. On voit des gens qui continuent à être tués à l'est du Congo, des déplacés de guerre, etc. Lorsque la MONUSCO s'engage à soutenir des initiatives idiotes comme celle-là, c'est malheureux tout simplement. Merci beaucoup Pascal. Nous allons passer à un dossier qui est très clair et qui fait parler de lui au niveau de la République démocratique du Congo. La question suivante, ça sera l'avant-dernière question bien sûr. L'opposition congolaise estimerait qu'il y ait une complicité au sommet de l'État avec les agresseurs bien sûr de la République démocratique du Congo dans sa partie Est et demande au Parlement congolais de traduire les autorités ou les gouvernants de la République démocratique du Congo en justice. Qu'en pensez-vous? Je crois que c'est une initiative courageuse que l'opposition prend parce que le peuple, beaucoup de gens ont toujours attendu que quelqu'un fasse quelque chose par rapport à cela. C'est pas aujourd'hui qu'on commence à parler de trahison. La trahison a toujours été là. Peut-être qu'aujourd'hui l'opposition a en main certains documents clés qui peuvent soutenir de manière substantielle ces allégations. Je dis c'est une initiative courageuse, mais la question que je me pose, jusqu'où ira-t-elle? C'est devant un Parlement essentiellement en majorité de la mouvance. Qu'est-ce que ce Parlement va-t-il faire? Je n'attends pas grand-chose de ça. Désolé, vous n'attendez pas grand-chose de ça, Pascal Sundi. Mais du moins, nous terminons, parlons du sommet